Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de ce mercredi 30 septembre 2015. Au sommaire de ce journal, le président de la République a rencontré plusieurs personnalités lors de l'Assemblée du 70e anniversaire des Nations Unies à New York et en Somalie, nomination d'un nouveau chef d'état-major des forces armées somaliennes. Bonjour. En marge de sa participation aux travaux de la 70e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, son Excellence Ismaël Barguel, a reçu le sous-secrétaire d'État américain chargé à la sécurité civile, de la démocratie et des droits de l'homme, Sarah Sewal. Hamza Mohamed nous en dit plus. La rencontre s'est déroulée au Ritz-Carlton Hotel en présence notamment du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés au cours de ces entretiens, mais les plus importants restent le projet de création d'un centre d'excellence contre l'extrémisme violent. Madame Sewell a indiqué que le projet qu'elle est venue présenter au président Guelleh était une grande opportunité aussi bien pour Djibouti que toute la région de l'Afrique de l'Est. Un projet qui va dans la droite ligne de la politique de soutien des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a indiqué pour sa part, Djibouti adhère à tout projet qui va dans le sens de l'éradication du terrorisme. Il a assuré la sous-secrétaire d'État américaine chargée de la sécurité civile, de la démocratie et des droits de l'homme de son soutien dans la concrétisation de ces projets. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé mardi les parties au conflit au Sud-Soudan à mettre en œuvre sans plus tarder l'accord de paix, notamment par le respect du cessez-le-feu et la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Hamza Mohamed. C'est lors d'une réunion de haut niveau à laquelle a pris part le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, que Ban Ki-moon a rappelé que le conflit qui a éclaté en décembre 2013 est venu ternir les aspirations du peuple sud-soudanais à un avenir meilleur. Il a prisé l'optimisme de la communauté internationale. Des milliers de vies ont été perdues dans un conflit insensé, a-t-il martelé. Cette réunion de haut niveau est organisée au siège de l'ONU en marge du débat général de la 70e Assemblée générale de l'organisation. Le secrétaire général a exprimé sa gratitude envers l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD pour ses efforts déployés afin d'aider les parties à parvenir à un accord. Le pays de l'IGAD mène en effet une médiation entre les belligérants depuis le début de la crise. Dans son intervention, le ministre djiboutien des Affaires étrangères a également appelé les deux parties de s'abstenir de toute forme d'annulation unilatérale ou de l'abrogation de l'accord de paix. Pour ce faire, le dialogue doit prévaloir en tout temps et il est en effet essentiel qu'il communique régulièrement sur toutes les questions sensibles car ceci permettra une amélioration de la situation et évitera de facto tout blocage du processus de paix, a insisté le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Le président de la République a pris part également aujourd'hui à un sommet sur l'extrémisme violent. Ce sommet organisé à l'initiative du président Obama. Le président Obama était essentiellement consacré aux efforts de la communauté internationale pour lutter contre l'organisation de l'État islamique et l'extrémisme violent. Daesh constitue une menace pour les États-Unis et la communauté internationale et nous allons utiliser tous les moyens nécessaires pour le vaincre, ont dit les participants à ce sommet. Les États-Unis, qui sont à l'origine de ce sommet, ont précisé que cette lutte ne se gagnait ni rapidement ni uniquement par des moyens militaires ou par les États-Unis seulement. Ceci est une lutte à long terme qui nécessite une approche globale, une concertation avec les acteurs étatiques et non gouvernementaux. Ce sommet est la prélude d'une mobilisation mondiale contre ce genre d'extrémisme, ont indiqué les organisateurs de ce sommet. Lors de ce sommet, le chef de l'État a prononcé un important discours. Il a rappelé que l'Afrique de l'Est connaissait ce type de violence à travers Al-Shabaab et ses actions terroristes.
Notamment, les groupes terroristes, a-t-il dit le président Guelleh, comme Al-Shabaab, ont en commun la croyance que la loi islamique est la seule solution au problème du pays. C'est ce qu'a dit le chef de l'État, qui a également indiqué que la vision djihadiste mondiale que partagent ces groupes leur permet de construire des réseaux très efficaces et de créer des alliances entre les différentes branches. Cela a pour conséquence la création d'une forme de nébuleuse qui tire parti des médias sociaux dont les messages finissent souvent par envelopper d'autres jeunes, a éclairé le président Guelleh. Lorsque le monde musulman devient synonyme des terreurs, quand il suscite la méfiance et parfois même le rejet, quand des millions de réfugiés voulant rejoindre l'autre rive et se voient empêchés de le faire, ou alors nous avons échoué dans notre lutte contre l'extrémisme. C'est qu'a poursuivi le président de la République. Il nous incombe de montrer à notre visage au monde, à aller au-delà des divisions, de rassembler et de réconcilier les religions. Ceci est notre seule chance de vaincre l'extrémisme, a conclu le numéro 1 djiboutien. Une cérémonie de signature de l'accord cadre du projet de pipeline de produits pétroliers raffinés s'est tenue hier au Parkline Hotel à New York. Hamza Mohamed nous fait le point. La cérémonie a été co-présidée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Il s'agit du plus grand projet d'investissement américain en Afrique de l'Est. Les projets de pipeline de produits pétroliers raffinés reliera Djibouti à l'Éthiopie. À titre de rappel, ces projets conduits par la jointe venture Black Rhino Mox, Black Rhino est la filiale du groupe d'investissement américain Blackstone. Ces grands groupes étant connus pour des investissements majeurs à travers le monde et jouissant d'une santé financière sans égale, comme l'a souligné le ministre de l'Énergie. L'accord s'est déroulé en 3 étapes, d'abord entre Black Rhino et le ministre éthiopien des Finances. Cette même société qui a ensuite signé avec le ministre djiboutien de l'Énergie et des Ressources naturelles, Ali Yacoub. Cérémonie qui a abouti par la signature de l'accord entre les deux pays concernés, Djibouti et l'Éthiopie. À l'issue de la conclusion de l'accord, le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn s'est réjoui de la coopération et la fraternité existant entre les deux pays. Le besoin grandissant en énergie de l'Éthiopie va être en grande partie satisfait par ces projets, a dit M. Desalegn, qui a réitéré le soutien et la confiance de son pays à l'égard de la société Black Rhino. Dans son discours, le président Guelleh a souligné que nos deux pays ne pouvons prospérer l'un sans l'autre. C'est qu'on fait le choix ensemble depuis maintenant plusieurs décennies de raffermir l'intégration économique entre les deux nations sœurs. Cette intégration, a-t-il dit, économique ne peut se conjuguer qu'avec le développement d'un partenariat énergétique concret et durable entre les deux pays. L'Éthiopie, a-t-il dit, est un grand pays dont la croissance économique actuelle se table sur 2 chiffres et cette croissance se traduit inévitablement par une demande énergétique grandissante. Djibouti soutient, a-t-il dit, sans conteste cette croissance éthiopienne et qui, je le précise, profite à nos deux pays. Notre pays se trouve être la porte d'entrée et de sortie naturelle de l'Éthiopie. En effet, toutes les marchandises en provenance et à destination de l'Éthiopie transitent par notre pays, dont les infrastructures portuaires ont été récemment agrandies ou remises à neuf afin de suivre l'augmentation du trafic maritime régional. Les produits pétroliers n'échappent pas à la règle et sont donc réceptionnés chez nous, a-t-il dit, avant d'être chargés dans des camions citernes en partance pour l'Éthiopie. Néanmoins, il va sans dire que ce mode de transport adopté par nos deux pays depuis plusieurs décennies comporte des inconvénients que nous constatons et déplorons tous les jours. On assiste, a-t-il conclu, régulièrement à la survenue d'accidents parfois très graves le long du corridor djibouto-éthiopien. Accidents qui se traduisent par des fuites et pertes d'hydrocarbures engendrant ainsi une pollution des sols et représentant un manque à gagner non négligeable pour l'économie des deux pays. En outre, face à la demande croissante de l'Éthiopie en matière de produits pétroliers, nous enregistrons une augmentation accrue du trafic routier provoquant ainsi des congestions des routes et des diminutions ainsi de la qualité de l'approvisionnement vers l'Éthiopie. Partant de cette observation, les deux gouvernements ont étudié d'autres voies afin de résoudre toutes ces problématiques liées au transport par camion. Ainsi, il apparaît après réflexion que le pipeline ou oléoduc est une solution sûre, efficace, durable, écologique et économique pour acheminer les produits pétroliers vers l'Éthiopie. Ce mode de transport, en plus des avantages qu'il présente, annule toutes les incommodités rencontrées avec le transport par camion. Avec ce mode d'acheminement, les produits pétroliers destinés à l'Éthiopie arriveront sans risque
à la destination voulue, c'est-à-dire la ville d'Awash, et cela sans que leur qualité ne soit altérée et sans perdition en termes de quantité. De plus, l'environnement sera préservé, le coût de transport des produits pétroliers sera amoindri et la congestion des routes fortement limitée. Ce grand groupe étant connu pour des investissements majeurs à travers le monde et jouissant d'une santé financière sans égale, comme l'a souligné le ministre de l'Énergie, Ali Yaqoub Mahamoud. Écoutons-le. Ce projet qu'on vient de signer aujourd'hui fait partie de cette politique d'intégration régionale qui est, comment dirais-je, promu par le COMESA, mais également par l'Union africaine. Donc aujourd'hui, la signature de ces projets s'inscrit dans ces cadres-là. Ces projets devaient se faire il y a plusieurs années. Allah a voulu que ça se passe aujourd'hui, mais il faut rendre hommage non seulement au président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Morgele, à l'ancien Premier ministre Meles Zenawi, et surtout à l'actuel Premier ministre éthiopien Haile Mariam, qui ont cru à ces projets et qui ont finalisé ces projets. Ces projets vont permettre de transporter les produits pétroliers raffinés du port de Djibouti vers le centre d'Éthiopie à Awash. Et à partir de là, il y aura une redistribution sur l'ensemble du pays. Cela a plusieurs impacts positifs. Le premier impact, c'est, comment dirais-je, la protection de l'environnement. Comme vous l'avez vu sur les routes, il y a beaucoup de camions qui sont accidentés et qui déversent les produits pétroliers sur la route. Cela a un impact très important sur l'environnement. Le deuxième aspect positif, c'est l'économie. Aujourd'hui, nous avons la preuve qu'il y a une perte d'environ de 30%. C'est dû aux accidents, mais aussi à des vols. Grâce à ces pipelines, l'Éthiopie et Djibouti vont économiser 30%. C'est aussi un moyen de lutter contre le trafic. Mais le plus important, c'est que l'Éthiopie, qui a besoin d'énormément de produits pétroliers raffinés, en 2018, il y aura à peu près 240 000 barils jour qui seront évacués. Comme c'est une économie à des chiffres qui se développent de plus en plus, elle a besoin à temps qu'on lui livre les produits pétroliers raffinés. Le projet tourne autour de 1,5 milliard de dollars. Non seulement ça va permettre de développer nos pays, mais ça va créer aussi beaucoup d'emplois. Et nous encourageons Blackstone et Black Renault à investir davantage à Djibouti. On dit que Djibouti, il n'y a que les Chinois qui investissent. C'est totalement faux. Le développement de Djibouti, comme vous le savez, c'est la terre de rencontre et d'échange. Nous sommes ouverts à tout le monde, à tous les investisseurs privés, étrangers, qui respectent nos règles, nos politiques et qui veulent vraiment travailler dans de bonnes conditions, sont les bienvenus. Et c'est la preuve qu'aujourd'hui, les États-Unis et d'autres pays occidentaux veulent investir à Djibouti et vont beaucoup investir à Djibouti. Propos recueillis par Abdelrahman Mohamed à New York. Autre nouvelle du pays, dans le cadre de son programme filets sociaux axé sur l'emploi et les fondations du capital humain, la DDS, l'Agence djiboutienne pour le développement social, a procédé au lancement du programme filets sociaux à Hol Hol hier sous l'égide de la secrétaire d'État chargée à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Qayat, en présence du préfet de la région d'Ali-Sébié, Mohamed Abdrassoui, du président du conseil régional d'Ali-Sébié, Omar Ahmed Waïs, du directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, des OCAL, des députés de la région Omar Ali Waïs ainsi que de nombreux invités. Financé par la Banque mondiale, ce programme de filets sociaux a pour objectif de lutter contre la malnutrition des femmes enceintes et allaitantes, des enfants de 0 à 2 ans pour 200 ménages pour une durée de 2 ans. Ce programme a pour également l'objectif de prévention, de prévenir la malnutrition à travers un ensemble de paquets d'activités communautaires ayant pour objectif de prévenir la malnutrition chez les jeunes femmes et la mère enceinte. Ainsi, les bénéficiaires sont sensibilisés et formés sur l'importance de l'allaitement maternel ainsi que des visites et du suivi médical des femmes enceintes, du développement des jeunes enfants dans des foyers. Ce programme prévoit également aussi une composante dite travaux et services à haute intensité de main-d'œuvre, tels que des travaux de réhabilitation, l'entretien des routes, le nettoyage des rues, ou encore le ramassage des ordures ménagères, l'entretien des aires boisées. Et la ville de Hol Hol bénéficiera de cet appui apporté par les femmes pour son embellissement et la préservation de l'environnement à travers le nettoyage et la réhabilitation des infrastructures publiques. C'est un dispositif pilote qui associe plusieurs acteurs, notamment
également les équipes de l'Agence djiboutienne pour le développement social, la DDS, dans l'exécution du programme et le ministère de la Santé dans l'encadrement au niveau sanitaire. À ce jour, plus de 3484 ménages ont pu bénéficier d'emplois à court terme, tant au niveau de Djibouti-Ville que dans les régions de l'intérieur du pays. Quant aux activités de prévention de la malnutrition, 5335 enfants et mères ont bénéficié de ce package minimum d'activités offert par ce programme. Le chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne à Djibouti, Hassan Ben Mohamed Al-Ahmari, a présidé hier soir une cérémonie organisée à l'hôtel Kempinski à l'occasion du 85e anniversaire du Royaume d'Arabie Saoudite. D'importantes personnalités ont assisté à cette cérémonie, dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale par intérim, Ahmed Ali Sillay, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, le chef d'état-major général des armées générales de division de sécurité Cheikh Ibrahim, celui de la marine nationale, le colonel Abdelrahman Atencher, le commandant des gardes-côtes djiboutiennes, Waïs Omar Boghoré, et plusieurs autres responsabilités militaires et civiles, ainsi que de représentants des organisations internationales et du corps diplomatique accrédité à Djibouti, avec à leur tête le doyen des ambassadeurs de l'État de la Palestine à Djibouti, Kamel Kazaz. Après l'hymne national, les deux pays, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, Hassan Ben Mohamed Al-Ahmari, a procédé en compagnie des hauts responsables au découpage du gâteau à l'occasion de ce 85e anniversaire de l'unité du Royaume d'Arabie Saoudite. Une réunion de validation du cadre juridique des infrastructures financières à Djibouti, présidée par le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, a eu lieu ce matin à l'enceinte de cette même banque. Ont assisté à cet atelier de validation outre le gouverneur de la Banque centrale, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, les dirigeants des banques de la place, les directeurs des administrations et les institutions publiques, ainsi que le haut cadre de la Banque centrale de Djibouti. Cette réunion a son importance du fait que la modernisation du système national des paiements et la refonte du système d'information sur le crédit constituent pour les autorités publiques une priorité en matière d'inclusion financière et d'élargissement de l'accès au financement bancaire de la population. De plus, le développement des infrastructures financières va certainement améliorer l'environnement des affaires en rendant plus sûr et efficaces les transactions effectuées par les opérateurs économiques, les organismes gouvernementaux par le biais du secteur financier. A eu lieu ce matin à l'enceinte de la même banque centrale. Ont assisté à cet atelier de validation, outre le gouverneur de la Banque centrale, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, les dirigeants des banques de la place, les directeurs des administrations et institutions publiques, ainsi que le haut cadre de la Banque centrale de Djibouti. Cette réunion a son importance du fait que la modernisation du système bancaire du paiement, appelé SLP, et la refonte du système d'information sur le crédit constitue donc pour les autorités publiques une priorité en matière d'inclusion financière et d'élargissement de l'accès au financement bancaire de la population. De plus, le développement des infrastructures financières va certainement améliorer l'environnement des affaires en rendant plus sûr et efficace les transactions effectuées par les opérateurs économiques, les organismes gouvernementaux par le biais du secteur financier. C'était un commentaire de Melissa. L'être humain avant tout. C'est dans cet esprit que le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ali Mohamed Abdou, accompagné de son secrétaire général Djibril Ousmane Houfane et 3 stagiaires, se sont rendus très tôt ce matin à la prison civile de Gabod pour effectuer une visite d'inspection du lieu où les détenus sont enfermés. Le président et sa délégation ont été accueillis par le commandant Mohamed Jam Hashim et le sous-chef Abdi Ali Ferid. Commentaire de Choukri Moussa. Dans le cadre des missions des commissions nationales du droit de l'homme. Depuis la création de cette institution en avril 2008 et jusqu'à ce jour, la CNDH œuvre continuellement au renforcement des droits de l'homme à Djibouti. L'article 7 de la Commission nationale stipule que la Commission coopère avec les institutions internationales, l'Organisation des Nations Unies et les institutions régionales compétentes dans les domaines de promotion et de protection des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme djiboutienne est une jeune institution
institution. Cette dernière n'existe que depuis le décret présidentiel du 8 avril 2008. La mise en place de cette institution répond et va dans le sens des engagements internationaux et régionaux pris par le pays depuis la cession du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, de mener une politique de développement économique avec un volet humain de promotion des droits de l'homme. C'est essentiellement sur le plan national que la CNDH effectue la majeure partie de son œuvre en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Nous sommes venus visiter les conditions de détention des détenus. C'est dans le cadre de notre mandat, notre statut stipule que tous les lieux de détention, on peut les visiter, les inspecter. Nous avions commencé par les commissariats, les brigades de gendarmerie, les commissariats de police. Les détenus préventifs et les condamnés sont à peu près égales 50-50%, ce qui fait que la justice achemine d'abord bien les dossiers. Mais il n'a pas été permis de constater que le traitement raisonnable de certaines affaires laisse à désirer, notamment les détentions préventives anormalement longues. On m'a parlé de 9 ans pour certains détenus. Et je crois qu'il est temps que la chambre d'accusation s'occupe de ces problèmes et fasse juger ces gens-là dans le meilleur délai ou les libère. Donc ce sont des conseils et c'est la loi et les dispositions du Code de procédure pénale qui les disent. J'ai l'habitude de recevoir, uniquement pas à la commission djiboutienne, mais d'autres commissions étrangères. Et moi je trouve qu'elle est plutôt instructive, le fait de recevoir, puisque à la fin de leur visite, il y aura des recommandations à faire. Et les recommandations, leur rapport, on l'aura. Et c'est pour ça que je vous dis, elle est instructive. On aura des changements à effectuer lors des inspections effectuées par la commission. Tout de suite, place à la prière d'Al-Asr, on se retrouve juste après. J'ai maintenant une poignée de mains qui ont dit long sur le réchauffement des relations entre les deux présidents Obama et Raúl Castro, qui se sont rencontrés mardi dernier en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, où ils ont tous les deux réclamé la levée de l'embargo contre la Havane. Élément de réponse avec Asma Mahmoud. Les hommes ont échangé une poignée de mains chaleureuses au début de leur entretien au siège des Nations Unies. Il s'agit de leur deuxième rencontre après celle historique qui a eu lieu en avril à Panama en marge du sommet des Amériques. Les États-Unis et le Cuba ont entamé en décembre 2014 un rapprochement tournant la page de plus d'un demi-siècle de tensions héritées de la guerre froide. Il aurait capé leurs relations diplomatiques en juillet. Le président cubain, âgé de 84 ans, a réclamé devant l'ONU la levée de l'embargo économique américain qui frappe son pays depuis plus de 50 ans. Il a fait valoir que cet embargo nuisait aux intérêts des citoyens et des entreprises américaines. Les États-Unis ont allégué les restrictions commerciales pesant sur Cuba sans toutefois mettre un terme à l'embargo. Barack Obama est favorable à ces mesures, mais face à l'opposition du Congrès, dominée par les républicains à toute levée de l'embargo, la Havane appelle Barack Obama à accélérer l'assouplissement de restrictions et à vider de facto la loi d'une grande partie de sa substance. La bataille qui oppose l'armée afghane aux talibans à Kunduz rappelle que le chaos règne toujours en Afghanistan en cause la succession du Mollah Omar et la montée en puissance de l'organisation de l'État islamique. Hamza Mohamed. C'est un tournant symbolique en Afghanistan. En s'emparant de Kunduz, dans le nord du pays, les talibans ont pour la première fois depuis qu'ils ont été chassés du pouvoir en 2001, repris le contrôle d'une capitale provinciale. L'armée tente de reprendre la ville, mais quelle que soit l'issue de la bataille, il semble loin le temps où le président afghan Ashraf Ghani entamait avec optimisme les négociations de paix avec les talibans. L'annonce de la mort du Mollah Omar au cours de l'été et le lead interne chez les talibans ont changé la donne. Soucieux d'accessoir sa position de nouveau chef de mouvement, le Mollah Akhtar Mansour a multiplié les attaques dans le pays jusqu'à son principal fait d'armes, la prise de Kunduz. Nous marquons une courte page de pub, tout de suite place au focus de cet après-midi.
Dans le cadre de la rentrée scolaire 2015-2016, la direction de l'Institut djiboutien des Arts informe que l'Institut a ouvert ses portes pour les inscriptions. Pour plus d'informations, veuillez contacter la direction de l'IDA au 21 35 20 11. Place au focus de ce début d'après-midi et 4 points. Nous allons détailler 4 points dans ce focus de cet après-midi. Negat Fouad pour nous donner le plus de détails. Bonjour Negat, bienvenue sur ce plateau. Et le premier point qu'on soulèvera dans ce focus, c'est la rencontre entre le président Guelleh et le vice-secrétaire d'État américain à la sécurité civile. Qu'en est-il exactement, Negat? Voilà, en effet, d'abord je crée en rappelant que le président Guelleh va prononcer son discours demain, jeudi, donc en marge de sa participation aux travaux de 70e Assemblée Générale des Nations Unies. Le président Guelleh a reçu le sous-secrétaire d'État américain chargé de la sécurité civile, de la démocratie et des droits de l'homme. Sarah Sewell. La rencontre s'est déroulée à Ritz-Carlton Hotel en présence notamment du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés au cours de cet entretien, mais le plus important reste le projet de la création d'un centre d'excellence contre l'extrémisme violent. Madame Sewell a indiqué que le projet qui est venu se présenter, qu'elle est venue présenter au président Guelleh, était une grande opportunité, mais aussi pour Djibouti, que toute la région de l'Afrique de l'Est. Un projet qui va donner la ligne droite de la politique et soutien des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a indiqué pour sa part que Djibouti adhère à tout projet qui va donner dans le sens de l'éradication du terrorisme. Il a assuré par ailleurs que le secrétaire d'État américain chargé de sécurité civile, de la démocratie et des droits de l'homme de son soutien dans la concrétisation de ce projet. Très bien les gars, donc un autre point, cette fois-ci il s'agit de la qualité régionale où il y a eu la nomination d'un nouveau général de l'armée somalienne. Voilà. Donc le nouveau chef des forces armées somaliennes, le général Mohamed Aden Ahmed, a pris ses fonctions 2 jours après sa prestation de serment. Donc la cérémonie haute en couleur a été présidée par le Premier ministre somalien Omar Abdelrachid Sharmaki, les membres du cabinet de la défense, y compris de la mission africaine en Somalie, commandant adjoint des forces chargées de l'appui de la logistique également. Et dans son discours inaugural, le nouveau militaire somalien a appelé à accroître l'allocution des ressources à l'armée, étant donné que le rôle crucial qu'il joue dans les efforts de paix et la stabilisation de la Somalie. Le nouveau général de l'armée somalienne également a appelé à une plus grande coopération entre le SNA et la mission de la population et les partenaires internationaux en disant qu'il saurait tourner l'armée en une force dynamique et efficace. Dans ses remarques, le Premier ministre a appelé à une armée entièrement intégrée et qui représente la Somalie et qui sera en harmonie avec le développement politique du pays. Et en raison pour laquelle nous construisons l'armée, et non seulement à l'encontre de l'Al-Shabaab, mais pour sécuriser l'ensemble du pays, et tel qu'aucun groupe ne puisse plonger le pays encore une fois dans une crise civile. Le nouveau chef de force de la défense a été nommé le 3 septembre et a prêté serment le 24 septembre dernier au palais présidentiel de Mogadiscio. Donc, comme vous le savez, il remplace le général de brigade Ali Bachir. Voilà. Et dans notre page santé de ce focus, coup de projection sur le cancer, Nagat. D'abord, je rappelle que l'OMS a décrété que nous fêterons le journée le 17 octobre. Voilà, le journée internationale contre le cancer le 17 octobre prochain. Donc,
Parlons maintenant de principaux faits. Le cancer figure parmi les principales causes de mortalité dans le monde. Et en 2012, on comptait approximativement 14 millions. C'est un chiffre considérable de nouveaux cas et 8,2 millions de décès liés à cette maladie. Le nombre de nouveaux cas devrait augmenter de 70% environ au cours des 2 prochaines décennies. Chez les hommes, on peut voir 5 types de cancers. Les plus courants diagnostiqués étaient d'ailleurs le cancer de poumon, de prostate, de côlon et de rectum et de l'estomac et du foie. Et chez les femmes, 5 autres types courant était aussi détecté, celui du côlon, du rectum, du col, de l'utérus et de l'estomac. Environ 30% des décès par le cancer sont dus à 5 principaux facteurs de risque comportementaux et alimentaires. Un déficit élevé de masse corporelle, une faible consommation de fruits et de légumes, le manque d'exercice physique, le tabagisme et la consommation abusé de l'alcool. Le tabagisme est le facteur le plus risqué, le plus important, entraînant dans le monde environ 20% de la mortalité dans le cancer et plus de 70 des décès de cancer du poumon sucré. Cancer pulmonaire. Pour clôturer ce focus, une tortue plutôt protégée par des drones et des militaires mexicains. Pourquoi? Ça paraît surprenant, mais c'est une espèce en voie de disparition sucrée. La lumière rosée de l'aube, un drone surveille les œufs enfuis dans le sable par des milliers de tortues venues pondre au cours de la nuit dans cette plage mexicaine de la côte pacifique dans l'état de l'Oaxaca. Un peu plus loin, des militaires inspectent les alentours avec un même objectif, empêcher le vol des œufs déposés par cette espèce en voie de disparition. Pour neutraliser les voleurs, les autorités mexicaines ont décidé cette année de renforcer leur dispositif de surveillance en s'aidant pour la première fois de cette technologie. Équipés de GPS, en transportant les images vidéo, des drones repèrent les pillards qui se cachent derrière les caoutchoucs et qui bordent les plages dorées de ces